Et salut tout le monde, c'est Justice et je vais vous présenter une vidéo sur la faction Bravos. L'idée est de voir un petit peu toutes les cartes de la faction, de décrire leurs effets, de voir quelles sont les synergies et combos qu'on va pouvoir avoir entre les cartes et de comprendre un petit peu la stratégie de la faction ou en tout cas les stratégies qu'on va pouvoir mettre en place en fonction des cartes que vous disposez. L'idée ici, c'est pas de vous donner une decklist jouable directement, mais bien de vous amener à la réflexion et à vous faire comprendre un petit peu quelles sont toutes les richesses et les possibilités qu'offre cette faction, qui est celle de Bravos. Voilà, on va détailler un petit peu les cartes. Je vais pas aller dans le détail des stratégies des héros. Je vais donner toutes les stratégies qui sont possibles de faire. Je ferai dans un second temps, dans une autre vidéo, un focus sur chaque héros et les cartes qui sont donc essentielles à leur jeu. Mais ici, on fera plus un balayage un petit peu général pour bien comprendre quelles sont toutes les possibilités. Je vais utiliser pour ce faire un petit outil que je me suis fait sur Excel. Vous pouvez trouver en ligne des logiciels ou des sites qui vous permettent de faire de la construction de decks. Personnellement, je les trouve pas très efficaces, c'est pour ça que je me suis fait mon outil. Actuellement, je peux pas le partager parce que j'ai des soucis au niveau des images, mais je vais voir si je peux régler ça, s'il y en a qui souhaitent le récupérer. Je prétends pas être un excellent joueur. J'ai malgré tout fait quand même pas mal de parties pour pouvoir apporter mon ressenti au niveau des cartes et j'espère que ça vous sera utile pour vous amener du coup à la réflexion de votre construction. Sans plus attendre, on est parti. Et on a donc ce petit tableau avec sur la première ligne les cartes communes de la faction, sur la deuxième ligne les cartes rares. Et après, je présenterai sur une troisième ligne toutes les transfiches qu'on va pouvoir utiliser pour aller orienter notre deck un peu différemment. Il faut savoir que la faction Bravos, c'est une faction qui est assez agressive par rapport aux autres. On va vouloir généralement gagner assez rapidement. On va mettre beaucoup de personnages, très peu de sorts, très peu de permanents. Et on va orienter sur des personnages puissants. Puissants, ça veut dire qu'ils vont avoir des stats qui sont généralement forts par rapport à leur coût. Et on va avoir beaucoup de possibilités d'aller booster ces personnages ou de faire en sorte qu'on leur retire leur état fugace pour qu'ils puissent être utilisés plus souvent. Le risque d'un deck comme ça, c'est potentiellement de s'épuiser assez rapidement si on a des cartes qui gagnent fugace, comme la traceuse Bravos qu'on voit ici. Bon, c'est pas la majorité des cartes, hein, ça reste très limité, et on a beaucoup de cartes qui permettent d'enlever justement ces états fugaces, pardon, pour pouvoir ne pas manquer de cartes trop vite. Ça va être assez faible, entre guillemets, face à de la gestion, puisque des simples sorts vont pouvoir nous virer des personnages sur lesquels on a investi en mettant pas mal de boost. Il y a différentes stratégies possibles, mais on a quand même pas mal de cartes qui valent assez peu cher pour pouvoir se répartir et éviter d'aller mettre une carte très chère qui se fait gérer très facilement. Ça va être plus avec potentiellement Hatsadi qui va vouloir jouer des grosses créatures, mais on va pouvoir avoir des choses intéressantes. Mais j'y reviendrai quand je ferai un focus sur ce héros. Ce qu'on va avoir, c'est déjà trois personnages d'entrée qui vont avoir un coût de main de 1, ce qui est pas mauvais du tout. Les personnages 1 sont toujours intéressants puisqu'ils permettent de temporiser, de voir ce que va faire l'adversaire et de nous laisser le temps après de réagir avec d'autres cartes. La première carte, Isunboshi, a des stats de 2 en océan. Ça permet de prendre potentiellement la majorité, hein. Si en face j'ai un jeton recrue hors 10 ou une carte qui me fait 1-1-1, ça permet pas de bloquer, mais ça permet potentiellement de prendre l'avantage. C'est pas forcément la carte que je voudrais jouer en main de départ, mais si je la pioche, voilà, c'est le petit mana qui peut me rester. Ça permet de prendre l'avantage si je suis sur une expédition qui joue sur l'océan
ou potentiellement de bloquer l'adversaire là-dessus. Elle est intéressante aussi pour son effet de réserve qui permet d'aller donner un boost au prochain personnage joué. Euh, les effets boost vont être d'autant plus intéressants si on joue Basira, puisque chaque boost va pouvoir être utile, hein. On va pouvoir activer l'effet de Basira une fois par tour pour aller rebooster des personnages. Et on a du coup la version rare d'Isunboshi qui, pour un coût un peu plus élevé de la réserve, permet de le rejouer et d'aller donner un boost à un autre personnage. Voilà, si on a des personnages qui aiment bien avoir des boosts, ça peut être une carte très pratique. Et on a pas mal de personnages qui aiment bien justement être boostés. Spoiler alerte, on va en voir un dans pas très longtemps. Le Ratatosk, deuxième carte, un petit peu la figure clé, j'ai envie de dire, de Bravos, hein, le petit écureuil bien connu. Pas forcément la meilleure carte de la faction, mais c'est une bonne carte à 1 de mana qui met du 1-1-1 au niveau de ses stats sur la zone d'expédition. Et quand je vais la jouer de la réserve, ça me donne quand même quelque chose de conséquent. Ça coûte 3, mais ça va m'apporter avec des boosts une 3-3-3. L'intérêt du Ratatos dans sa version rare, c'est qu'il est un peu plus boosté, il ramène 3 boosts, du coup ça va me faire une 4-4-4 pour 3, qui reste assez intéressant. La danseuse de la Bravos, donc une des cartes justement qu'on veut voir booster, qui peut être carte clé de la plupart des decks de la faction. Elle vient sur le terrain pour un coût de 1 avec du coup 0-0-0 en termes de stats, mais avec un effet flèche qui lui donne un boost. Son effet rare va être la même chose, mais du coup avoir un effet qui lui fait perdre fugace tant qu'elle n'a pas atteint 4 boosts. Tant qu'elle n'a pas atteint 5 boosts même, puisqu'on peut choisir l'ordre des effets. Sur le tour où elle va rentrer en jeu depuis la réserve et gagner son 4e boost, je peux considérer, ou même son 5e boost, je peux considérer qu'elle perd fugace quand elle a 4 boosts et lui donner son 5e boost après, ce qui est très intéressant au niveau du timing des règles. Et l'autre intérêt de ces deux cartes, que ce soit commune ou rare, c'est qu'elle a la notion d'aguerri. Aguerri, donc elle va conserver ses boosts quand elle va aller en réserve. C'est pour ça que c'est une carte où on va vouloir la booster. Si je veux la booster beaucoup, je vais peut-être plutôt avoir tendance à jouer la commune, puisque la rare va être intéressante si je la garde suffisamment longtemps pour faire de l'avantage en termes du nombre de cartes, hein. Le fait que je puisse la jouer plusieurs fois de la réserve sans qu'elle ait fugace, ça peut être très intéressant. Maintenant, si je veux la booster avec des effets d'autres personnages, ou même des quelques sorts qu'on va pouvoir avoir, j'ai peut-être plutôt intérêt à jouer la commune et à me garder la place de rare pour autre chose. Ensuite, on a la traceuse Bravos. La traceuse Bravos, c'est une carte qui est très rentable puisqu'elle coûte seulement 2 depuis la main et depuis la réserve, mais elle va apporter 3 au niveau des stats. L'inconvénient, c'est qu'elle va gagner fugace. Donc si je la joue de la main, je ne vais pas pouvoir la jouer 2 fois et donc je vais potentiellement vite m'épuiser. On a des solutions pour éviter ça. On a des cartes qui vont nous faire perdre fugace, qui peuvent être intéressantes avec cette traceuse. L'autre possibilité, c'est de la jouer de manière à ce qu'elle vienne plutôt directement en réserve. Et comme ça, on se fiche un petit peu qu'elle gagne fugace. Si c'est une carte que je ne joue que de la réserve, donc si je la ravitaille notamment, je ne vais pas être je vais pas avoir cet effet négatif de la jouer qu'une fois à la place de deux. Si je suis obligé de la jouer qu'une fois, je me fiche qu'elle est fugace. Sur sa version rare, on va avoir des stats un peu plus poussées. Bon, on monte à 4 pour un coût de 2. Euh, on devine légitimement que c'est très rentable et donc elle peut avoir sa place dans n'importe quel deck. Ensuite, on a une pionnière Bravos qui, pour un coût de 2, va nous donner des stats de 3 en montagne et en océan qui sont très intéressants. C'est pas très grave si elle a une stat de 0 sur un des 3. Si on la joue intelligemment sur des zones, sur des expéditions où on est sur la montagne ou sur l'eau, c'est du coup très rentable, très intéressant. L'intérêt de la rare, c'est d'avoir le mot-clé aguerri et de pouvoir, quand on la joue de la main, pouvoir payer 2 pour qu'elle gagne un boost.
Donc on est sur un deck plutôt avec la rare où on va vouloir la jouer de la main, donc pas forcément avec beaucoup de ravitaillement, qui nous permet du coup qu'elle gagne un boost, ce qui va rendre son état aguerri plus intéressant. Il faudra faire un équilibre, hein, puisque je vais pas mettre dans mon deck que des cartes qui ont aguerri. Sinon, bah, je ne vais pas pouvoir rentabiliser toutes mes cartes aguerries. Il faut que je fasse un équilibre entre les cartes qui ont aguerri, les cartes qui vont me donner des boosts et potentiellement les cartes qui vont me faire perdre mes états fugaces. Ensuite, pour continuer sur les cartes à 2, on a le petit chaperon rouge, du coup, Red, qui a des stats de 2 partout pour un coup de 2, ce qui n'est pas mauvais, et qui va avoir aguerri, toujours dans le même état d'esprit. Et sur sa version rare, on va avoir un effet de pioche au crépuscule si elle a 3 boosts au minimum. Donc une carte qui est très intéressante si on joue beaucoup de choses qui vont avoir potentiellement qui vont prendre du fugace comme la traceuse Bravos qu'on a vu, qui vont nous faire perdre un petit peu d'avantage en termes de nombre de cartes. Ici, la pioche est très intéressante. De même, si on a beaucoup de ravitaillement dans notre deck, on va pas forcément avoir besoin de beaucoup de pioches. Ou a contrario, si on a beaucoup d'effets de soutien qui vont nous utiliser beaucoup de cartes, on va pouvoir être intéressé par avoir un peu plus de pioches. Donc tout ça, c'est un équilibre un peu à faire pour ne pas manquer. Il faut estimer que dans un deck, il vous faut en moyenne au moins une ou deux cartes qui vous permettent de piocher ou ravitailler pour pas être trop en manque de cartes. Un peu plus évidemment si vous avez beaucoup d'effets de soutien ou si vous avez des choses qui se donnent fugaces directement. Chiron, donc petit personnage de la mythologie grecque qui va du coup venir nous donner un boost à l'un de nos autres personnages, donc qui se combotte bien avec nos personnages aguerris. Et sur sa version rare, du coup, qui perd un petit peu ses stats, puisque en commune, il était à 1 à 1 pour un coup de 2. Sur sa version rare, il n'a plus que 1 en forêt, il n'a plus rien en montagne et en océan. Mais il va pouvoir donner un boost à 2 personnages ciblés. Donc là encore, plus on a de personnages aguerris et plus on va avoir de possibilités d'utiliser efficacement notre Chiron. Le petit Jean, pour un coup de 2, avec seulement 3 en montagne et rien sur les autres biomes, va être intéressant pour son effet de rampe, c'est-à-dire qu'on va chercher à faire en sorte de l'envoyer en mana pour investir sur les tours futurs. Son effet s'active lorsqu'il quitte la zone d'expédition et à la condition qu'il soit boosté, ce qui veut dire que quand je le mets depuis la main, si je veux utiliser de façon rentable son effet, il va falloir que je lui donne un boost avec un autre personnage qu'on a vu précédemment ou qu'on verra après, ou même avec des sorts. Si je veux attendre pour le jouer de la réserve, il va donc gagner un boost depuis la réserve. Par contre, il sera un peu moins intéressant puisqu'il coûtera plus cher. Je pense que ce sera toujours plus intéressant de le jouer directement après l'avoir joué de la main, de l'envoyer directement en zone de mana. Le petit Jean dans sa version rare va coûter 1 de moins, que ce soit de la main ou de la réserve, pour des stats un petit peu plus faibles, hein, seulement 2 en montagne. L'intérêt qu'on va y trouver ici, c'est de pouvoir l'utiliser le plus rapidement possible. Ça nous fait une carte à 1. Encore une fois, ça permet à la fois de temporiser, comme on a vu, et ça permet de jouer une autre carte, hein. Donc je peux potentiellement la jouer de façon très intéressante le premier tour. Si je joue par exemple avec un Chiron, bah, je vais pouvoir le booster le premier tour, mettre une carte sur chaque expédition, et je commencerai du coup mon deuxième tour après l'avoir envoyé en mana, non pas avec 4 mana, mais 5 mana. Ça peut être beaucoup avantageux de faire cela avec des decks comme Atsadi qui veulent aller jouer des gros personnages. Donc on peut avoir des personnages à très faible coût et en contrepartie se réserver des grosses brutes à 5, 6, 7 ou même plus en coût de mana, mais qui vont être du coup très forts. L'aspirant du Havre, que nous fait-il? Il nous fait pour un coup de 2, 3 en forêt, ce qui est pas mal, hein, ce qui équilibre un peu, hein. On a vu que du coup on avait
le petit Jean qui était un peu plus, enfin d'ailleurs seulement sur la montagne. Ici, l'aspirant du Havre, on a des stats au niveau de la forêt, on n'a pas grand-chose sur le reste, mais ça permet potentiellement de bloquer quand même. Et il va gagner 2 boosts si on le joue depuis la réserve. Bon, c'est pas une des meilleures cartes de la faction, mais ça peut venir combler potentiellement les trous pour avoir des stats de la forêt de façon intéressante. Je vais le jouer avec sa version rare si je veux avoir son effet de soutien qui me permet du coup d'aller donner un boost au prochain personnage joué. L'intérêt est pas dingue, ça reste un peu cher pour la carte. Après, ça peut être bien depuis la main, avoir une carte à 2 qui se joue facilement pour mettre 3 sur la forêt et derrière utiliser son effet de soutien pour aller donner un boost à quelqu'un qui est plus intéressant, hein, un petit Jean ou un personnage aguerri comme Red. Ça peut être plus rentable que la version commune, assez simplement. Toc, je suis allé un peu loin là. Hop, je reviens avec la Wamulan qui, pour un coup de 3 va nous donner un 3-3, ce qui n'est pas mauvais. Et son intérêt qu'elle va perdre Fugace, va être qu'elle va perdre Fugace. Donc là encore, ça va dépendre de la notion d'avantage en termes de nombre de cartes que vous avez par rapport à votre adversaire. Le fait de perdre son effet Fugace à chaque fois qu'on va la jouer de la réserve, ça lui donne un petit peu un côté éternel, même si l'effet éternel est différent puisqu'on va pas devoir payer la carte à chaque fois. Ici, on va devoir la repayer 3 à chaque fois de la réserve, mais ça permet du coup de ne pas avoir à la défausser. Donc ça limite le besoin d'avoir des effets de pioche ou des effets de ravitaillement, et ça, on peut construire tout à fait un deck là-dessus. Sur son effet sur sa version rare, pardon, on va avoir du coup un coût moindre pour une force un petit peu plus faible, 1, 2 et 2, pour un coût de 2 depuis la main et de la réserve. Je suis pas convaincu de son intérêt dans cette version rare, à part si on manque un petit peu de personnages à 2, qui nous permet potentiellement d'être rentable pour jouer toute la mana dont on dispose. À voir en fonction des cartes qu'on va avoir après à coût de 3. Puisqu'on a beaucoup de cartes de la faction qui ont un coût de 3. euh, et on va pas forcément en vouloir trop, puisque on va potentiellement vouloir un peu plus de personnages avec un coût de main faible, sachant qu'on on va potentiellement avoir aussi des personnages à coût très élevé qu'on va vouloir garder et on ne pourra pas tout jouer. Donc si je joue un gros personnage qu'on verra après, eh ben, on n'aura pas beaucoup de mana pour jouer autre chose. Donc des persos qui valent seulement 1 ou 2 seront plus intéressants que ceux qui valent 3, bien sûr, dans cette stratégie en tout cas. Donc la première, c'est l'avant-garde de Bravos, qui, un peu de la même façon, on a une stat en forêt qui est un peu meilleure que les autres, un 4 de la forêt pour 2 en montagne et en océan, et un effet flèche qui va faire perdre Fugace à un autre personnage ciblé. Donc on a vu qu'on a des personnages qui peuvent devenir très intéressants, hein. Les personnages qui ont aguerri, qui ont été boostés, si on leur fait perdre Fugace, ils vont pouvoir être réutilisés et reconserver les boosts qu'on aurait mis sur eux. Les personnages même plutôt forts pour leurs stats, comme la traceuse Bravos ou même la guerrière du Havre qu'on a juste après, on va être aussi intéressé par leur faire perdre Fugace pour les jouer plusieurs fois. Sur sa version rare, elle va, en plus de faire perdre Fugace, faire gagner un boost à un autre personnage. C'est très intéressant, on va pouvoir aussi l'utiliser en fonction du nombre de personnages qui peuvent donner des boosts. La guerrière du Havre, du coup, je l'ai dit, on a un coût qui est pas très élevé, 3 depuis la main et la réserve, et elle apporte 4, 2 et 4 au niveau de ses statistiques. Sur sa version rare, on est encore mieux, on n'a pas la faiblesse au niveau de la montagne, on est à 4-4-4, donc c'est une carte qu'on va vouloir logiquement lui faire perdre Fugace par exemple, et pouvoir la réutiliser assez souvent. On n'a pas d'ancrage de mémoire dans la faction, on va voir si je dis peut-être dans les transfuges on a une possibilité,
mais c'est une carte qu'on peut vouloir garder aussi de cette façon. Elle a un effet de soutien qui nous dit que, là encore, le prochain personnage qu'on pourra jouer va gagner un boost. On est toujours un peu sur la même orientation stratégique. La videuse Bravos est la carte qui nous permet de saboter. En dehors de ça, elle n'est pas forcément très intéressante, hein. Elle apporte que 2 en stats sur tous les biomes pour un coût de 3. Et elle va gagner un boost quand elle va être jouée de la réserve, donc elle va être plutôt moyenne. Mais son sabotage est très intéressant. C'est toujours intéressant de garder un peu de contrôle pour virer les cartes qui nous embêtent chez l'adversaire. Donc je dirais que c'est quasiment une carte presque obligatoire. En tout cas, si on ne la met pas, il faut trouver d'autres moyens de contrôle à mettre dans son deck. Sur sa version rare, pas forcément intéressante, elle va gagner 2 boosts à la place d'un. Bon, je ne suis pas convaincu. Tomoe-Gozen, qui est la carte qui est un peu survoltée, elle coûte 3, elle apporte des stats de 2 en forêt, mais de 5 en montagne et en océan. Pourquoi si élevée? Parce qu'elle a en compensation un effet qui nous dit qu'elle ne peut pas être jouée avant d'avoir 7 orbes de mana. Donc c'est une carte qu'on va jouer sur la deuxième partie du jeu. Sur sa version rare, on pourra la jouer un poil avant, puisqu'on passe à 6 orbes de mana à la place de 7. Ça c'est pareil, c'est une carte que je dirais plutôt essentielle dans tous les decks Bravos pour avoir un peu de stats à mettre sur la fin. On n'a pas d'autre possibilité de victoire que d'être suffisamment agressif pour gagner assez rapidement. C'est une faction qui va potentiellement s'essouffler et généralement les autres factions vont plutôt avoir une puissance en fin de partie supérieure à ce que va nous donner Bravos. Du coup, plus tôt on va pouvoir jouer des grosses cartes et plus on sera intéressé. Donc la rare peut avoir tout son sens dans un deck de la faction. Le petit singe de la mythologie asiatique, le Sun Wukong, qui va nous donner des stats qui ne sont pas déconnantes, un 4 en montagne qui est intéressant pour les 2 en forêt et 2 en océan, pour un coût de 3. Son intérêt va résider sur sa capacité à gagner 2 boosts quand il est joué depuis la réserve. Donc pour un coût de 4, qui peut sembler un peu élevé, on apporte 4, ce qui est moyen au niveau de la forêt et de l'océan, mais on apporte 6 au niveau de la montagne. Donc, c'est toujours bien d'en avoir un ou deux pour aller bloquer la montagne ou d'aller prendre notre région de montagne au moment où on va jouer cette carte depuis la réserve. Sans oublier qu'on verra qu'il y a un petit permanent qui nous aide pas mal depuis la réserve. Et donc, ça peut être potentiellement aussi une carte sur laquelle on va lui retirer son jeton fugace pour pouvoir la jouer assez souvent. Et si je n'ai pas cette possibilité, eh ben c'est pas grave parce que je vais jouer la rare. La rare qui se fait perdre fugace à elle-même, très intéressante. Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer en boucle Sun Wukong tous les tours pour 4-6-4 et ça va nous coûter seulement 4. Le puissant Jin, le frère aîné du petit Jin qu'on a vu précédemment, qui va être un peu plus fort, 4 depuis la main avec des stats en forêt de 4 et de montagne de 4, rien sur l'océan, mais c'est pas forcément nécessaire. Et l'intérêt, c'est qu'on va vouloir la mettre de la même façon que le petit Jin en zone de mana pour investir sur le long terme et pouvoir mettre de la mana pour jouer derrière des grosses créatures rapidement et surtout avant notre adversaire pour pouvoir l'avoir à la course le plus rapidement possible. Ici, on est sur une carte qui va coûter moins cher depuis la réserve, donc on n'est pas forcément sur la même stratégie que le petit Jin où ça va être plus intéressant d'aller chercher à le booster rapidement après l'avoir joué de la main. Ici, on peut se permettre une temporisation, le jouer de 4 pour des stats de 4 et 4 qui ne sont pas excellents, mais derrière, si je le joue de la réserve, il va me coûter que 3 pour 4 et 4 et je vais pouvoir aussi utiliser du coup son effet après la réserve, c'est pas gênant pour aller chercher mon mana supplémentaire. Si je fais ça, j'ai tout intérêt à jouer la version rare, puisque si je choisis de ne pas l'envoyer en zone de mana, donc
comme je disais, si je le joue de la main et que je veux pouvoir le rejouer pour pas cher depuis la réserve et seulement après l'envoyer en zone de mana, et ben quand il va partir à la réserve, je vais pouvoir, à la place de le transformer en mana, piocher une carte, ce qui est très intéressant. Si j'ai une mécanique qui me permet de ravitailler suffisamment, ça peut être intéressant d'avoir la commune, puisque je vais potentiellement avoir directement le puissant Djinnamet avec des stats de 4 et 4 pour un coût de 3. Le Kappa, qui je pense sera probablement la carte la moins jouée de la faction. C'est intéressant hein, quand on voit ses stats, on est pas mal. Hein, on a un coût de 4, on a des stats 4, 4 et 5 pour l'océan, mais pas d'effet particulier. Rien du tout sur la version commune. Donc c'est un peu plat, ça coûte cher. Comme je disais, on va peut-être préférer plutôt mettre des cartes plus fortes avec un plus gros coût si on arrive à mettre suffisamment de mana en amont et potentiellement combler les trous avec des cartes à 1 ou 2. Le Kappa, je pense, va un peu nous gêner dans la main et souvent être plus une carte morte qu'autre chose. Sur sa version rare, son intérêt est qu'il va être aguerri. Voilà, si on n'a pas joué les autres cartes avec l'effet aguerri, bah, c'est bien de l'avoir au moins lui. Et il va avoir son effet de soutien qui va le rendre un minimum versatile pour faire gagner un boost à un autre personnage. À vous de voir si vous le mettez dans le deck. Je ne suis pas convaincu de son efficacité. Atlas, une des cartes un petit peu principales aussi de la faction, qui ne va pas forcément être jouée dans tous les decks, mais qui a un effet intéressant, hein, cet effet gigantesque qui le fait considérer présent dans chacune des expéditions. Donc pour un coût de 5, on met finalement 3 de chaque côté, donc 6 au total sur chacun des biomes, c'est très intéressant. Le hic, c'est que forcément, si on a du contrôle et de la gestion en face, bah avec une simple carte, et donc très certainement moins que les 5 manas que nous on a joué, l'adversaire va pouvoir nous renvoyer ça dans notre main, dans notre réserve, voire même la défausser, et on n'aura plus rien sur le board. L'effet de sa version rare va néanmoins être très intéressant, puisque s'il ne se fait pas gérer, l'effet aguerri va prendre tout son sens, puisque quand je vais lui mettre un boost, bah, le boost il se va se répercuter sur les deux expéditions. Donc on va potentiellement, avec 1, 2, 3 boosts, faire une créature vraiment immonde que l'adversaire sera obligé de gérer. Et s'il est obligé de gérer ça, bah, potentiellement, on va pouvoir mettre d'autres choses qu'il ne pourra pas gérer. On a en plus de ça un petit effet de soutien qu'on ne va pas forcément utiliser, à moins d'avoir d'autres choses à jouer et que l'Atlas soit trop cher à jouer depuis la réserve. On pourra toujours l'utiliser pour donner un boost à quelqu'un d'autre. Ensuite, on a Achille. Achille qui coûte 5 également, très cher pour des stats seulement de 5. C'est assez moyen, on aimerait qu'il ait un peu plus. Mais il va avoir Corias, donc ça permet de résister un peu plus aux effets de contrôle, aux effets de gestion que va pouvoir nous mettre l'adversaire en face. Si on veut jouer de façon plus efficace, je le mettrai seulement en rare, je pense, puisqu'on va avoir des stats un peu meilleures et on va avoir du coup un Corias qui va le protéger un petit peu. Mais là encore, comme le Kappa, ça va pas forcément être la carte absolument nécessaire. Je vois mal un deck où on va mettre à la fois Kappa et Achille dedans. À mon avis, ça va être beaucoup trop de cartes élevées. Il n'y a que potentiellement dans le Hatsadi qui va vouloir avoir au moins quelques cartes à 5 pour déclencher son effet, où on va pouvoir y trouver une belle place. Le Shenlong, une carte à 6 qui apporte 8 en stats. Toujours le même souci. Bon, une simple carte va pouvoir le gérer, mais si c'est pas le cas, ben, il va falloir s'accrocher pour aller monter à 8 dans chacun des biomes. Si je veux me protéger un petit peu, je peux mettre le Shenlong rare qui apporte encore plus de stats avec un Corias 1 qui le protège un petit peu. Bon, je pense que 8 c'est déjà pas mal. Si je veux jouer une carte à 6 qui me donne autant de stats, c'est que j'ai énormément de mana. Donc soit je garde un exemplaire pour potentiellement le jouer tour 10, 11 ou 12, soit j'ai vraiment une orientation avec les djinns
qui me permet d'avoir beaucoup de mana et d'aller jouer des chaînes longues pour, entre guillemets, pas très cher, puisque j'aurai d'autres mana à dépenser pour faire d'autres choses. Et enfin, le Kaibara pour 8 en commun et 9 sur sa version rare, qui nous ramène 6 ou 8 de stats en fonction sur chacun des biomes, avec l'effet gigantesque. Donc c'est un atlas plus puissant qui va coûter beaucoup plus cher, mais qui va nous apporter quand même le double ou plus du double dans la version rare de stats. Avec en plus de ça un Corias qui va être d'autant plus intéressant, d'autant plus fort si le nombre de régions entre le héros et le compagnon sont importants. Bon, généralement, on va plutôt les jouer sur les derniers tours, donc on va avoir difficilement plus que Corias 1 ou 2. Mais si, encore une fois, on joue pas mal avec les jeans, on va pouvoir potentiellement l'utiliser assez tôt et donc avoir un Corias très fort. Et donc en face, ça va être quand même difficile à gérer. Là encore, si on joue avec Atsadi, on y trouvera de l'utilité puisque ça nous permettra de piocher une carte vu qu'il vaut 8. On va même pouvoir mettre potentiellement une commune et une rare pour aller jusqu'à 9 mana et pouvoir piocher des choses. Je pense que si on joue beaucoup de cartes comme ça avec des coûts très élevés, on aimera avoir dans le deck des cartes à 1 pour pouvoir jouer les derniers petits manas qui nous resteraient. Ensuite, on a quelques cartes sorts de la faction, seulement 5, en plus des transfuges qu'on verra après. La main tendue, qui nous permet pour seulement 1 d'aller donner un boost à quelqu'un et de lui faire perdre Fugace. Donc c'est très intéressant, hein. On a vu qu'on a pas mal de cartes qu'on aime jouer depuis la réserve, hein, que ce soit parce qu'elles ont aguerri, que ce soit parce qu'elles ont des stats assez élevées. Là, pour seulement 1, on va pouvoir l'utiliser. Si je veux utiliser version rare, c'est parce que j'ai potentiellement des effets de ravitaillement qui me permettent de l'avoir directement en réserve et de l'utiliser depuis la réserve. Et Gang Fugace, du coup, j'ai tout intérêt à l'utiliser seulement une seule fois. Et ça va me faire gagner 2 boosts à la place d'un. La version rare peut être très intéressante par rapport à la commune. Canalisation de mana avec un dessin du Kojo qui nous prépare du coup une petite attaque. Pour un coup de 2, on va avoir un effet qui va nous faire encore un effet de rampe, encore une fois, avec du coup la première carte du deck qui va aller sur la zone de mana, qu'on va aimer jouer du coup en début de partie pour, à la façon des jeans, pouvoir récupérer, investir et être capable de prendre l'ascendant en termes de mana assez rapidement sur l'adversaire. La version rare qui coûte beaucoup plus cher, 5 à la place de 2, mais qui va nous faire 2 fois son effet, mettre du coup les 2 premières cartes du deck sur la zone de mana. À voir, potentiellement, c'est une carte que je peux jouer le tour où j'ai 5 mana. Ça me permet d'avoir directement le tour d'après un avantage de 2 en mana par rapport à l'adversaire et donc de plus être dans cet effet finalement agressif où je veux battre l'adversaire rapidement, mais pouvoir potentiellement temporiser et avoir une fin de partie euh, bah, assez forte et du même niveau que mon adversaire. Plusieurs possibilités, donc on pourra la jouer également dans différents decks en fonction de ce qu'on veut faire. Mais là encore, on est plus sur une orientation du deck où on veut vraiment mettre beaucoup de gros personnages. Donc on va aimer ça avec des cartes comme avec des héros comme Atsadi par exemple. Une intimidation, ça c'est très bien, ça coûte seulement 2 et ça renvoie un personnage ou un permanent qui coûte 4 ou moins. Et ça le renvoie en revanche dans la main. Donc il faudra faire attention. Soit je vais la jouer le dernier tour, puisque je me fiche que ça renvoie dans la main puisqu'il n'y aura pas de tour suivant. C'est pas forcément une carte que je vais jouer facilement pendant la partie, hein. Si je renvoie un personnage qui vaut 2 ou 3 et que l'adversaire me le rejoue tout de suite, j'ai peut-être potentiellement un peu gâché mon intimidation. Mais à voir, hein. Ça peut être des choses qu'on veut pas voir se jouer depuis la réserve quand on le renvoie quand on le renvoie en main. Ça peut faire une belle temporisation aussi pour éviter que l'adversaire ne joue ses meilleurs coups. Sur sa version rare, on peut monter à 5.
Bon, l'intérêt est un peu limité, hein. Les cartes qui sont à 5, il n'y en a pas énormément. On peut aller chercher le Atlas là pour si on joue contre un Bravos. Au niveau des permanents, on peut aller chercher potentiellement le monolithe qui va être à 5, puisqu'on va plus souvent jouer le monolithe en commun chez Rodis que la version rare. Mais on n'est pas sur voilà, une grande quantité de cartes à virer qui ont un coût de 5, donc je pense que la version commune actuellement sera quand même plus intéressante. L'entraînement physique, la carte par excellence pour aller donner du boost. On donne 3 boosts pour un coût de 2. Voilà, encore une fois, on va aller cibler des personnages aguerris ou des personnages gigantesques qui vont aimer avoir des boosts pour un coût assez faible. Pour un coût de 3, si je joue la rare, je vais aller lui mettre toujours 3 boosts, mais je vais pouvoir piocher une carte en complément. Donc bah là encore, si je joue très agressif et si je ne mets pas de cartes pour aller enlever les jetons fugaces, je peux venir à manquer de cartes et donc avoir un effet de pioche peut être intéressant. Et si j'utilise aussi mes jeans dès le tour de la main pour les renvoyer en mana, potentiellement je vais pas pouvoir jouer énormément de cartes. Éruption de mana, du coup, le dernier sort de la faction dans sa version commune, qui nous permet de défausser un de nos orbes de mana pour défausser n'importe qui. Personnage permanent, on fait ce qu'on veut. Donc une carte assez utile pour virer la plus grosse problématique qu'on pourra croiser. Mais ça nous demande de défausser un des orbes de mana. Pas forcément gênant, du coup, si on a orienté notre jeu pour avoir beaucoup d'orbes de mana, et très intéressant si on est sur le dernier tour de jeu. Euh, à rappeler qu'on défausse un de nos orbes de mana, on ne nous précise pas que ce soit un qui soit utilisé ou non utilisé, donc on enlève celui qu'on veut. Donc on peut très bien enlever quelque chose qu'on a déjà utilisé. Et si on est sur le dernier tour, bah voilà, on ne va pas le réutiliser le tour d'après, donc on a tout gagné, on vire tout simplement pour 3 une carte de l'adversaire. Le fait que ce soit assez large comme ça nous permet d'aller gérer vraiment les cartes les plus impactantes de notre adversaire, hein. J'ai toujours en mémoire l'Hydra Kaena ou le Kraken qui peuvent être plutôt gênants sur la fin de partie. Bah voilà, là on le renvoie pas en réserve, ça va pas être des choses qui vont pouvoir revenir, c'est directement bye bye et on passe à autre chose. Et enfin, le seul permanent de base de la faction, c'est le Havre, qui est, je pense, le meilleur permanent du jeu à l'heure actuelle. Que ce soit dans sa version Bravos ou Axiom, il est très intéressant puisqu'il donne l'effet à n'importe qui, un effet de réserve qui fait gagner un boost. Donc les boosts, bah, on aime bien ça chez Bravos. Et donc, comme je disais un peu avant, si on a finalement des effets qui nous font un peu ravitailler, on peut être très intéressé pour avoir des effets de boost supplémentaires depuis la réserve. D'où l'intérêt du Havre dans sa version rare, puisqu'il va nous permettre de ravitailler. Donc, très intéressant pour le coup. J'en viens aux cartes transfuges qui vont nous permettre de construire un petit peu des choses différentes avec la première carte, la seule qui va avoir également un coût de 1 depuis la main, le récupérateur Axiome. Donc une très bonne carte, hein, ça permet d'aller temporiser et en plus de ça, ça permet de ravitailler. Donc voilà, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, si on manque un petit peu de cartes, on a ce ravitaillement qui permet de venir nous redonner ou plutôt nous enlever le désavantage qu'on pouvait avoir par rapport aux cartes vis-à-vis de notre adversaire. La prestidigitatrice de l'Ouroboros, une carte qui coûte 2 depuis la main, 1 depuis la réserve, qui va, comme sa version chez Lyra, nous faire lancer un dé pour gagner potentiellement 2 boosts. Une chance sur 2 de n'avoir qu'un boost. Pas forcément la carte la plus intéressante de la faction, mais ça peut être, voilà, si on manque un petit peu de cartes qui valent 2, ça peut être une carte intéressante. À voir comment on l'utilise. La Kitsune, bon là encore, c'est pas une carte que je mettrais forcément dans le deck, hein. Ça coûte 2, ça nous rajoute 0, 3 et 2 au niveau des stats. Donc c'est pas excellent. Et en plus, ça va faire piocher une carte à l'adversaire.
Bon, certes, ça nous fait piocher également une carte, mais je pense qu'on a moyen de trouver d'autres choses qui nous permettent de ne pas avoir ce désavantage en termes de cartes. Sachant que là, bon, même si ça nous redonne des cartes, ça avantage quand même aussi l'adversaire. C'est pas quelque chose qu'on veut. Surtout chez Bravos, où on veut pas qu'il ait trop de possibilités pour nous gérer les cartes fortes qu'on va pouvoir mettre. La fée des dents, qui est une autre possibilité, donc la deuxième possibilité de saboter si on n'a pas pris du coup la videuse sur la version de base. La version transfuge de fée des dents nous permet de le faire. Toujours intéressant d'avoir un peu de sabotage, il faut juste trouver la place de le mettre dans le deck. La Dame du Lac va venir pour un coup de 2 venir nous donner des stats en océan en fonction de ce qu'on a mis tout simplement dans les communes et dans les rares de la faction Bravos. On peut vouloir venir équilibrer un petit peu. On a vu qu'on avait quand même pas mal de cartes qui sont assez fortes dans la forêt. On a le petit Djinn qui était un petit peu élevé sur la montagne. On n'avait pas énormément de choses qui étaient élevées sur l'eau. Donc si on veut équilibrer, ben, on a les transfuges qui nous le permettent, que ce soit la Dame du Lac ou la navigatrice Lyra, qui nous permettent d'équilibrer. En dehors de ça, je vois pas l'intérêt d'aller jouer ces cartes-là. Le seul intérêt de la Dame du Lac va être potentiellement sur son effet de soutien qui va faire perdre Fugace. Si on joue beaucoup de cartes aguerries, euh, on va pouvoir être intéressé par cet effet de soutien. Ozma, sur sa version chez Bravos, va nous permettre d'aller piocher si on a des personnages boostés. On peut avoir facilement du coup des personnages avec des boosts, donc on peut aller facilement piocher une carte à voir si c'est nécessaire dans la faction. Navigatrice, on passe puisqu'on l'a déjà discuté. On arrive à l'armurière de la fonderie qui va nous donner des stats un peu standards, 2-2-2 pour un coup de 2. Mais quand elle va être jouée depuis la réserve, va nous coûter 3 et nous apporter du coup ces stats de 2-2-2 en plus des stats d'un jeton robot 2-2-2. Un scarabot qu'on va pouvoir mettre où on veut. Où on veut, ça veut dire quand même qu'on a le choix entre mettre 4 d'un côté ou 2 de chaque côté. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Plus on a de personnages, plus on va pouvoir booster de façon différente et jouer un petit peu avec les majorités. On aura vraiment le choix de ce qu'on va vouloir faire. On ne sera pas limité à un seul personnage. Donc je trouve la transfuge assez intéressante dans la faction. L'espion nordis, la troisième carte qui nous permet de saboter. Là encore, l'intérêt est grand, hein. On a vu qu'on a pas mal de cartes qui sont avec des coûts très élevés, qui sont très forts, mais qui ont cette grosse faiblesse de pouvoir se faire gérer par l'adversaire. Du coup, le fait de pouvoir saboter potentiellement les sorts que l'adversaire pourrait avoir dans la réserve pour éviter qu'il les réutilise ou qu'il les utilise, ce sera toujours intéressant. Euh, on peut venir créer une petite recrue hors 10. Bon, je vois pas bien l'intérêt, à part la même chose que le jeton Scarabot, avoir un petit peu de présence et pouvoir booster un petit peu où on veut sur l'expédition qu'on souhaite. Mais c'est pas ça qui nous rend notre espion hors 10 vraiment forte dans la faction. Et le Tanuki, qui je pense est la dernière carte qui nous permet de saboter chez Bravos. Une carte suffisamment forte, hein. Pour un coup de 3, ça nous apporte 3 en forêt et en montagne, ce qui est suffisant, avec son effet de sabotage depuis la main. Euh, bon, là encore, si on a des choses qui nous permettent de ravitailler, on va pas forcément vouloir trop mettre sur Tanuki, on va plutôt aller potentiellement jouer l'espion nordiste pour pouvoir l'utiliser plus efficacement de la réserve. Tout dépend de comment on joue le permanent, hein. Si on met effectivement si on veut orienter le jeu pour mettre 2 permanents Havre et avoir des effets de la réserve boostés, on va plutôt aller jouer des cartes qui vont être plutôt forts depuis la réserve et donc potentiellement pas le Tanuki. Les 3 petits cochons, voilà, si je contrôle au moins un repère, il va pouvoir gagner un boost.
Il a des stats qui sont corrects de base, hein, 3-3-3 pour une valeur de 3. Donc si je joue le Havre ou d'autres permanents, il peut avoir sa place dans le deck sans aucun souci. Le Drakaena et la Parvati qui sont du coup effectivement deux cartes qu'on va pouvoir ancrer. Pardon. Du coup, c'est pas la majorité, hein, comme je disais, c'est vraiment pas le sel du jeu, l'ancrage. Mais avec les boosts, ça trouve tout son sens, hein. Au même titre que le aguerri, on est sur du niveau assez similaire. Si je mets ma carte, que je l'ancre, que je lui donne des boosts, bah, elle va être rentable pendant 2 tours, donc c'est très intéressant. Le Drakaena aura l'avantage, en plus de ça, de gagner un boost à midi. Donc, il va aimer se faire booster par les autres. Parvati, c'est plutôt l'inverse, puisque Parvati, elle va pouvoir ancrer quelqu'un qui a été boosté par le passé. Avec un effet flèche qu'on aime beaucoup, puisque ça va nous coûter que 3 depuis la réserve d'aller mettre un petit peu de stats sur le terrain et d'aller ancrer quelqu'un qui est déjà balèze. Donc, je pense que la carte Parvati sera quand même très intéressant avec un deck qui a des gros personnages, même s'ils sont pas forcément boostés, puisqu'on peut ancrer n'importe qui. Si on a joué un Shenlong le tour d'avant et qu'on joue la Parvati euh, pour venir, euh, pour venir l'ancrer, bon, ça coûte un peu cher, hein, puisque ça coûterait 6 pour jouer le Shenlong et potentiellement 3 pour aller jouer la Parvati s'il est de la réserve, mais ça pourrait nous assurer des belles choses pour la fin de partie. Aja, une carte qui a toute sa place dans la faction, puisque elle nous permet, elle aussi, d'aller mettre une carte de son deck dans la zone de mana. Elle a une puissance qui n'est pas négligeable, hein, 4-5-4, mais elle nous coûte quand même 4. Donc on revient sur la même chose qu'avec Kappa et compagnie. On est sur des cartes qui sont quand même chères, que on va jouer vraiment si on veut aller orienter notre deck avec beaucoup de mana. Le conseil, il est plus là pour venir embêter l'adversaire, faire du potentiel contrôle, mais je pense que la carte coûte trop cher pour être jouée. 4, des stats de 4, et ça va venir bloquer un petit peu les choses qui vont lui faire face. Ça n'empêchera pas de jouer de l'autre côté. Et là encore, je vais pas pouvoir jouer deux conseils, hein, si ça va coûter vraiment trop cher. Si je veux jouer à une autre créature de l'autre côté, je ne vais pas forcément avoir d'intérêt de jouer de conseil de l'autre côté. Euh, à moins d'être sûr de pouvoir poser un autre personnage puissant de l'autre côté et de prendre l'avantage. Euh, je vois que cet intérêt-là, de poser par exemple le conseil du côté gauche et donc de forcer potentiellement l'adversaire à jouer du côté droit pour éviter que ces déclencheurs ne s'activent pas, si on est sûr finalement de pouvoir prendre le côté droit avec quelque chose de très puissant. Le chapelier qui va être assez puissant, qui va être rentable, hein. Pour un coup de 4, il va nous donner des stats de 5 et 5 en forêt et en montagne. Et son effet de soutien va être assez intéressant puisque ça permet d'aller ancrer un personnage qui coûte 3 ou moins. Alors certes, on a beaucoup de personnages qui valent plus, mais on a la Tomoe Gozen, hein, par exemple, qui était ici, qui est quand même très intéressante à ancrer. Et vu qu'on est sur une faction où on va avoir mis beaucoup de boost potentiellement sur quelqu'un, bah, si on l'ancre, c'est ça de plus. C'est même un personnage qui aurait eu aguerri, qu'on aurait eu un peu boosté, qui revient en réserve, qui est rejoué avec tous ses boosts. On pourrait l'ancrer pour garder, conserver toute sa puissance. On a un peu toute une stratégie qui peut tourner autour de ça en allant ancrer les personnages, en leur retirant Fugace et en conservant toute leur puissance. Pas évident à mettre en place, et c'est pour ça que les effets qui nous permettent d'augmenter rapidement la mana prennent tout leur sens, puisque je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux si j'ai pas assez de mana. Par contre, si j'en ai suffisamment, je vais pouvoir me débrouiller pour orienter la puissance sur un personnage sans trop de soucis. Après le chapelier, on a Dorothy.
qui nous vient de chez Izmir, faction de contrôle, et qui est intéressante pour pouvoir gérer un peu ce qu'on va nous mettre en face. Un effet depuis la main qui nous renvoie un personnage en réserve. Alors, on va pas cibler un de nos personnages, bien évidemment, on va plutôt cibler un personnage adverse. Ça permet potentiellement de finir avec une petite surprise. Ça renvoie n'importe qui, donc c'est quand même une carte très intéressante, quelle que soit la faction contre qui on est et quel que soit le deck qu'on va utiliser. Asmodée, semblable à ce qu'on a du coup chez Lyra, il vient nous mettre beaucoup de stats et il peut potentiellement s'ancrer. On peut avoir là aussi une petite stratégie autour de l'ancrage, mais vu qu'on n'a qu'une chance sur deux, je pense pas que ce soit forcément une carte qu'on veuille mettre dans le deck. Le seul intérêt qu'on pourra lui trouver, c'est potentiellement chez euh, notre bon héros qui veut des gros personnages et qui va vouloir potentiellement avoir un peu de personnages de force 6. Mais je pense qu'on a mieux à mettre Shenlong ou le fils d'Yggdrasil plutôt qu'Asmodée. Le fils d'Yggdrasil va pouvoir nous mettre du coup 6 en forêt et avoir gigantesque. Du coup, je trouve qu'il est plus intéressant qu'Asmodée pour avoir cet effet gigantesque. On va pouvoir le booster et il va pouvoir compter des deux côtés. Sakarabrou, la seule carte pour le moment du corset du coup qui nous permet de faire reculer l'expédition adverse. Euh, Là encore, ça peut être intéressant pour surprendre un peu l'adversaire qui aurait mis euh, toutes ses stats pour avancer, par exemple, sur la forêt, et il se retrouve à reculer sur une région de l'eau. Ça pourrait changer un petit peu la donne. Mais là où il va être intéressant, c'est encore une fois chez Hatsadi, où on peut avoir son coup de 7 qui nous permet d'aller piocher une carte, puisque on va pas avoir d'autres cartes qui vont nous coûter 7. On est à 5 avec Achille, avec Atlas, on passe à 6 avec Shenlong, et puis on passe directement à 8 et 9 avec le Kaibara. Du coup, le 7 pour Sekarabrou va avoir uniquement, je pense, cet intérêt dans les decks. Et ensuite, les quelques sorts qui vont nous permettre de faire quelque chose. Meunier Tudor qui nous permet de gagner endormi sur quelqu'un. Potentiellement pour deux, on peut vouloir le jouer sur nous, puisque ça va nous permettre d'aller endormir quelqu'un qui va avoir beaucoup de boost, par exemple, et qu'on n'a pas pu ancrer, ou qu'on n'a pas pu, ou on n'a pas pu retirer son jeton fugace. On peut se dire, tiens, je vais temporiser, je vais l'endormir ce tour-là, et je vais espérer piocher soit de quoi l'ancrer, soit de quoi lui enlever son jeton fugace le tour prochain. Ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est une carte qui va pouvoir être jouée deux fois potentiellement, ce qui peut être très intéressant si je la joue contre mon adversaire, hein. On imagine un dernier tour où pour 4 mana, bah, je vais endormir deux de ces personnages. Ça me permet de conserver l'avantage que je pourrais avoir avec mes personnages. Un effet de soutien, si jamais je veux la jouer un peu différemment, qui me permet d'aller jouer du coup une autre carte pour un de moins et donc de potentiellement passer euh, une carte qui pourrait avoir tout son sens si je manque un petit peu de mana. Le tapis qui vient lui aussi nous ramener des boosts, donc très intéressant encore une fois sur les personnages qui ont aguerri, qui sont ancrés, toutes ces petites choses-là. La moisson de mana qui va nous permettre de mettre un personnage ou permanent dans la zone mana du propriétaire, du coup double tranchant. C'est-à-dire que soit je le joue chez moi parce que j'ai beaucoup de mana, pardon, j'ai pour le coup peu de mana, j'en veux encore plus et j'ai des personnages que je vais vouloir sacrifier parce qu'ils sont pas très intéressants. Si je vois que je perds une expédition, je peux me dire, eh ben, allez, je vais virer mon personnage. Je vais pas avoir forcément d'intérêt à virer un de mes permanents, pardon, mais virer un de mes personnages qui perd déjà l'expédition pour aller récupérer un de mana, ça peut être intéressant. C'est pas forcément pour ça que je vais jouer la carte, mais ça permet quand même une option supplémentaire, parce que ça va quand même coûter 3 depuis la main ou depuis la réserve. Par contre, effectivement, encore une fois, dernier tour de jeu, j'ai l'adversaire qui me joue quelque chose. Je peux virer un de ces personnages pour le mettre dans sa mana.
aucun impact puisque le mana sera pas disponible, il va pas gagner un mana pour jouer son tour. Ce sera un mana qui sera disponible pour le tour suivant. Mais si je suis sur le dernier tour, je m'en fiche complètement. Apothéose de l'esprit, forcément, elle arrive dans cette faction avec un énorme coût à 9, mais ça me permet d'aller chercher les 4 premières cartes du deck et d'aller choisir 2 personnages parmi ces cartes et de les jouer. L'intérêt, c'est que chez Bravos, bah, on n'a pas beaucoup de cartes sorts. Donc si on oriente notre jeu avec beaucoup de personnages et qu'on pioche l'apothéose de l'esprit, on a tout intérêt à la jouer puisque pour 9, on va avoir potentiellement le choix. Il y a de grandes chances qu'on pioche 4 cartes personnages et donc choisir les 2 plus grosses si on est sur un deck Hatsadi où on veut avoir beaucoup de personnages, donc on va avoir un deck rempli de gros personnages, et ben sortir 2 personnages, ça peut être très intéressant même si ça coûte 9. Voilà, si on a mis pas mal de Atlas, si on a mis du Shenlong, si on a mis du Achille, on va pouvoir facilement mettre l'équivalent d'un coup à 10, 11, 12, un Kaibara encore mieux, pour finalement un coup seulement de 7. Ça reste un peu aléatoire, on peut très bien piocher des cartes beaucoup moins intéressantes, mais, euh, mais voilà, ça peut valoir le coup de prendre ce risque-là. C'est du one shot, ça veut dire que les cartes qu'on va aller jouer vont gagner Fugace, donc on est vraiment sur a priori le dernier tour du jeu, si on veut vouloir gagner comme ça. Ça peut être intéressant, je pense, d'en mettre une dans le deck. Je pense que ce serait trop d'en mettre plus. Le cylindre de Kélon, pour un coût de 1, voilà, je le mets en début de partie, et à partir de là, je vais pouvoir à chaque tour donner un boost au prochain personnage que je joue. On a vu que c'était très intéressant d'aller mettre des boosts sur pas mal de personnages qu'on a joué de la faction. Donc ce petit permanent pourrait avoir son sens. Et si on le joue, voilà, pourquoi pas jouer les 3 petits cochons qui nous demandent d'avoir un permanent, puisque celui-là, on peut l'avoir dès le début, le mettre parmi le premier ou le deuxième tour assez facilement. Le fuseau qui nous vient de chez Muna, qui va nous donner Corias 2 à nos personnages. Euh, S'il y a un bastion essentiel, je pense qu'en fonction de l'orientation qu'on donne à notre deck, c'est peut-être celui-ci qu'on va garder. J'ai dit précédemment que le bastion Bravos était la meilleure carte. Elle va être beaucoup plus impactante chez Axiom qui joue beaucoup de cartes depuis la réserve, qui a beaucoup de ravitaillement. On a vu qu'ici, on n'a pas beaucoup de cartes finalement qui nous permettent de ravitailler. Ça viendra peut-être avec les extensions futures, mais pour le moment, on est un peu limité. Euh, les effets qui nous permettent de gagner des boosts vont être intéressantes depuis la réserve, surtout si on oriente le deck avec des effets qui nous font perdre Fugace ou des choses comme ça. Euh, le Bastion Muna va être intéressant si je joue des gros personnages, puisqu'il va falloir que je les protège. Et donc là, le fait pour un coup de 3 d'aller de façon permanente les protéger avec un Corias 2, donc les protéger de tous les sorts, enfin, protéger c'est un bien grand mot, puisqu'ils pourront quand même être gérés, mais ils vont coûter beaucoup plus cher de l'adversaire. Ça me paraît absolument nécessaire si je veux jouer du gros perso. Et enfin, le bastion qui nous vient de chez Axiom, qui permet d'activer les déclencheurs réserve des personnages qu'on va jouer. Donc un personnage par tour où on pourra activer cette carte pour déclencher ses effets de réserve. Voilà. Si on veut jouer la fonderie, c'est simple, il faut construire son deck en fonction de ça et choisir tous ces personnages avec des effets de la réserve et comme ça on est tranquille. On joue la fonderie dès le début et toutes les cartes qu'on va jouer, ils vont avoir des effets intéressants. Si je la joue, personnellement, je la couplerai directement avec un bastion. Comme ça, je sais que toutes les cartes que je peux jouer, elles auront toujours un boost. Et donc, je prendrai facilement l'avantage sur mon adversaire si j'arrive à poser mes 2 permanents assez tôt dans le jeu. Voilà, on a fait le tour de la faction, de toutes les cartes. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu réfléchir un petit peu aux cartes que vous souhaiteriez mettre dans votre jeu. N'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des choses qui vous paraissent importantes à rajouter. Voilà, je vais continuer à faire des vidéos avec les autres factions et comme je le disais, à revenir un peu plus
précisément sur les héros de chaque faction. Donc, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Salut!